Aujourd'hui, nous, ce qu'on ressent dans les recrutements, c'est que les talents, ils n'ont pas envie d'être ils ont pas envie d'être chez EDF. Et en fait, le process, ça les emmerde. Trop de gens, ça les emmerde. Ça fait Et chier ils tout le veulent monde. un truc où ils peuvent voir les résultats de leurs actions, où ils ont l'impression d'être un peu dans une famille, où ils connaissent tous les gens de la boîte. Et à partir de 50 individus, tu connais plus tout le monde. Et donc, il y a ce truc aussi pour attirer les talents, d'aller chercher un nombre optimal dans lequel les gens ils s'entendent bien, ils peuvent être potes, il n'y a pas trop de process, il y a beaucoup de liberté et ils voient les résultats de leur impact. Et au final, 30 personnes très très talentueuses, ça vaut des fois des équipes de 200 personnes, parce que quand tu as 200 personnes, tu as des managers de managers de managers de managers de managers, tu as, Oui. des process, tu as des circulations d'informations qui n'est pas du tout la même que quand tu es 30. Alors là, vous êtes à 30 personnes actuellement, c'est ça? C'est ça. C'était en 2019, t'as dit? Le lancement de Prospecting? Ouais. Ok. Et vous avez pu embaucher à partir de combien de temps? On aurait pu embaucher beaucoup plus tôt que ce qu'on a fait. En gros, on a lancé le projet Prospecting en septembre 2019. On avait déjà une alternante qu'on avait recrutée au début de l'été sur l'autre projet qui nous a rejoint, donc Amandine, qui est notre head of acquisition maintenant. Donc on était 5. Rapidement, on a eu une 6e personne en stage qui est venue, puis en freelance. Et en gros, jusqu'à 1 million de revenus annuels, on était 6. Et en fait, au début, on était vraiment hésitant à recruter parce qu'on pensait que notre business il était quand même basé sur LinkedIn et que ça allait être compliqué de faire une vraie boîte là-dessus. Donc on a été assez réticents à recruter au début, puis on a eu une croissance telle que et qu'on arrivait à gérer assez bien parce on faisait pas de démo, donc on avait un process qui était hyper scalable. Ouais. Et donc on arrivait à gérer ça assez bien. Et à un moment, on s'est dit, ok, comment on va aller à... C'est pas les mêmes choses qui vont nous amener de 0 à 1 million d'ARR et de 1 million à 10 millions. Et donc, il faut qu'on passe à l'étape suivante qui était recruter. Et donc là, on a fait un pivot un peu où on s'est mis à recruter beaucoup. Et en gros, en moins de 6 mois, on est passé de 6 à 25. Pourquoi vous avez recruté aussi vite? Il y a deux choses. La première, c'est qu'on savait que pour aller à l'étape suivante, il nous fallait monter une équipe. Donc, il fallait qu'on commence à déléguer un certain nombre de choses. Et la deuxième chose, c'est que quand tu recrutes, tu dois commencer à manager. Et donc, il y a un certain nombre de choses que tu peux plus faire. Et en fait, tu as une sorte d'effet cascade. C'est que typiquement, si tu recrutes une personne pour faire du support, ben, ça veut dire que tu dois la faire monter en compétence, la manager. Et donc, toi, tu n'as plus de temps pour faire du support. Et en fait, tu fais pas les mêmes choses. En fait, pour être plus clair, quand tu es 6, il y a un certain nombre de choses que tu choisis volontairement de ne pas faire. Nous, on était vraiment dans la logique loi de Pareto. On savait qu'il y avait 20% de nos efforts qui allaient déployer 80% de nos résultats. Donc, on se concentrait sur ces 20% et il y avait des choses qu'on ne faisait pas volontairement. Mais tu sais que ça a sa limite et qu'à un moment, pour aller plus loin, il va falloir aller faire des choses qui ont un ROI moins intéressant et tu vas embaucher des gens pour le faire et donc il y a des gens qui vont venir faire des choses que tu faisais pas avant ou qui vont venir faire différemment. Typiquement, on fait pas le support aujourd'hui avec une équipe de 7 personnes comme on le faisait à 2. À 2, il n'y avait pas de process, donc c'était tout un peu à la volée, c'était facile. Maintenant, il y a des process qui font que il y a besoin d'une personne pour piloter ces gens qui font du support. Et parce qu'il y a des gens à manager, parce qu'il y a des process à mettre en place, parce qu'il y a un suivi à faire, etc. Ce qui fait que plus tu recrutes, plus tu as besoin de recruter pour manager en fait. Et c'était ça l'effet un petit peu... c'est l'effet boule de neige, ok. L'effet boule de neige. Typiquement, on recrutait des devs, mais à un moment, du coup, il nous fallait quelqu'un pour faire du web design, parce que c'était nous qui faisions les maquettes, mais quand tu as 5 devs, tu avances beaucoup plus vite, donc tu n'as plus que 2 devs. Donc tu as besoin de quelqu'un qui est là pour passer du temps à faire des maquettes full time sur le web design. C'est ça, et puis après, tu as besoin de quelqu'un pour gérer le projet, en fait, c'est-à-dire faire les bonnes spécifications, bien définir comment le produit doit se comporter, etc. Et donc, pour 5 devs, tu as besoin d'une personne qui commence à faire ça. Ça a été difficile pour toi, le fait de se virer de ces postes-là pour les déléguer? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Ah ouais? Après, je pense que chaque personne, chaque entrepreneur le vit différemment. Moi, j'adorais exécuter et j'adore déléguer. Surtout quand je sais que, justement, on a fait des choix techniques, on a fait des choix opérationnels qui font qu'il y a des choses qu'on ne faisait pas et que quand on va déléguer, elles vont être mieux faites. Et ça, moi, j'adore me dire qu'il y a volontairement des choses qu'on ne faisait pas. Typiquement, gérer, on a tout un panel dans ce qu'on appelle d'ambassadeurs, de gens qui font de l'affiliation pour nous. Aujourd'hui, on doit avoir plus de 400 personnes dans le monde qui font de l'affiliation pour nous. Donc, qui recommandent nos produits parce qu'ils sont consultants en marketing, qui font des formations sur LinkedIn, etc. Touchent des commissions pour ça. C'est un truc qu'on a mis en place assez tôt, mais qui n'était pas du tout scalable. On n'avait aucune interaction avec ces gens-là. Ils n'avaient aucun support spécifique, etc. Maintenant, on a une personne qui passe une partie de son temps à gérer ces gens-là.
et qui du coup, eux, ils ont une bien meilleure relation avec nous parce qu'ils ont ils ont un interlocuteur, ce qu'ils n'avaient pas à l'époque. Et donc c'est forcément mieux fait. Et c'est ça qui est agréable au moment de déléguer, c'est que ce soit mieux fait. Et moi j'adore, on a un stade, c'est sûr que ton métier il change énormément. Quand tu es 6 et que tu es concentré sur l'exécution, ton temps le matin, tu as un certain nombre d'heures qui vont définir ce qu'une partie de la boîte elle va produire. En gros, en tant que fondateur, quand tu es 4 fondateurs, bah, tu as 40 heures jour, on va dire, qui sont consacrées à ce que la boîte elle va produire. Et si tout le monde travaille 1 heure de plus, elle est à 44 heures. Donc, là, ce qui sort de la boîte, c'est à peu près corrélé à ton niveau de productivité, à l'impact des choses que tu fais et ce que tu choisis de mettre en premier dans ta to-do et au nombre d'heures que tu travailles. Et après, quand tu grandis et que tu es 30, bah, aujourd'hui, ma journée, elle représente 1/30 de ce qui est produit par la boîte. Donc, si je fais 1 heure supplémentaire, ça a un impact qui est ridicule. Et ton métier, il change complètement. C'est que d'un seul coup, par contre, tu prends des décisions qui ont des impacts à l'échelle. Et donc, ton niveau de disposition mentale, il est beaucoup plus important et tu as moins besoin d'être concentré sur des tâches précises et de travailler beaucoup. Tu as besoin d'être ouvert et d'avoir du temps dispo dans ta journée pour attraper les problèmes et les gérer en fait. Et c'est pas du tout le même truc. Et du coup, tu as beaucoup moins intérêt à travailler 12 heures par jour. Parce que 12 heures par jour, tu n'es pas du tout disponible mentalement à la fin de la semaine. Ouais. Et le temps que tu passes en dehors et ta capacité à être vraiment ouvert à accueillir les problèmes, c'est ça qui fait la réussite de la boîte. Et c'est un vrai pivot que tu dois faire et qui n'a pas été facile par contre. En tant que fondateur, ça a été difficile, pas de déléguer, c'est-à-dire pas de faire confiance aux gens. Moi, j'ai vraiment confiance aux gens quand je les recrute. Je suis confiant qu'elles vont faire la chose mieux que moi. Le truc qui était le plus dur, c'était de comprendre que dans ta journée, le matin, tu arrives et il y a une demi-journée par jour, tu sais pas ce que tu vas faire encore le matin quand tu arrives. Parce que tu sais que tu as une grosse partie des choses qui vont arriver dans la journée sous forme de flux continu à gérer, qui sont les problématiques des autres. Et ça, c'est difficile parce que quand tu as eu l'habitude de dire, OK, ma journée de 10 heures, elle représente ça, à la fin de la journée, je dois avoir atteint ces objectifs-là. Et que quand tu commences à manager des gens, en fait, tu fais ça, mais à la fin de la journée, tu n'as jamais atteint tes objectifs parce qu'il y a X problèmes qui sont rentrés. Et donc, tu dois commencer à organiser ton emploi du temps en te disant, aujourd'hui, j'ai une demi-journée de travail prévue. Le reste, je ne sais pas encore ce que c'est. Et je sais qu'il va y avoir des trucs. Et probablement que même ma demi-journée, je n'aurai pas le temps de la terminer. Mais De la faire comme il faut. Ouais. de la faire comme il faut. Et c'est ça qui est plus difficile et sur lequel on a mis du temps et sur lequel, du coup, on n'a pas forcément bien managé les premières personnes qu'on a accueillies. Et on a cumulé aussi une dette people, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas managés, qui n'avaient pas de feedback, c'était pas structuré, il n'y avait pas de process, l'information ne circulait pas correctement. Et on a eu cette phase un peu difficile courant mai, où on a pris les 20 personnes qui sont arrivées et en fait, au bout de 6 mois, tu commences à avoir un gros bordel qui s'est mis en place et tu dois commencer à mettre des managers, à structurer, à mettre un peu de process, à faire en sorte que le truc soit plus clean, quoi. Ok, ouais. C'était une de vos grosses difficultés, quoi, de passer l'équipe à l'échelle. C'est toute l'organisation à revoir. Je comprends. C'est un truc que j'ai pas forcément vécu et que, pour le coup, dans la dernière boîte où j'étais associé, on n'avait pas forcément envie de vivre. Est-ce que tu as une... Parce que je sais que moi, c'était un truc qu'on avait, on avait une limite de taille d'entreprise qu'on voulait être en nombre de gens. Est-ce que tu as en tête une taille de structure max que tu voudrais ou tu vas suivre comment la boîte grossit, peu importe comment elle grossit? J'ai pas de genre à me fixer une limite à vie du nombre de personnes que je veux avoir dans la boîte. Par contre, c'est sûr que dans notre stratégie actuelle, on est 30 et on a les gens. En fait, vu qu'on a mis en place dès le départ un modèle très très scalable, la plupart de nos process sont très scalables, c'est-à-dire que demain on peut avoir 10 fois plus de clients avec la même équipe sans aucun problème. Vu qu'on n'a pas de sales, et en fait, le seul truc qui scale avec les utilisateurs, c'est le support. Et aujourd'hui, un support peut gérer 2500 clients. Donc on peut avoir une base de 2500 clients par support. Donc ça, on sait que c'est très très efficient. Et donc si on multiplie par 10 nos clients, on a besoin de recruter quelques supports, mais c'est pas du tout proportionnel. Et donc aujourd'hui, on est 30 et on sait qu'on veut multiplier par 3 notre chiffre d'affaires avec plus ou moins la même équipe à justement 2-3 supports près et peut-être 1 ou 2 devs. Donc en gros, notre objectif, c'est d'atteindre les 10 millions de revenus annuels à moins de 40, voire moins de 35. Et ça, c'est notre métrique actuelle. Et après, on verra. Un jour, on sera à 10 millions de revenus annuels avec cette équipe, on aura le temps de se poser d'autres questions. Mais c'est vrai que je ressens beaucoup, en discutant avec d'autres entrepreneurs,
monter la plus grosse boîte possible, c'est pas du tout une métrique de réussite partagée, on va dire. Et il y a beaucoup de gens qui appliquent moi j'appelle ça le PEP, le pas d'employé, pas d'emmerde. Et c'est vrai, le nombre d'emmerdes de l'entrepreneur, il augmente exponentiellement avec ton nombre d'employés. Il y a plein de choses positives à recruter des gens, mais il y a aussi plein d'aspects. T'as pas les mêmes problématiques quand tu as recruté des gens et quand tu n'en as pas recruté. Ah bah oui, quand tu es 4 cofondateurs, les problèmes d'humains, c'est chacun se gère pour soi. C'est clair. Quand tu as des gens qui sont employés, ils dépendent aussi de toi et tu dépends d'eux, donc tu es obligé de composer avec ça et d'avoir du care. C'est bien, mais c'est difficile. C'est pas un truc simple, quoi. Mais ouais, intéressant en tout cas ta réponse, puisque c'est un des trucs où je m'étais beaucoup posé la question dans mon ancienne boîte où on était associés, où on s'était dit on veut pas être plus de 20, 21, tu vois, une équipe de foot, je crois, ou de basket, je sais plus qu'est-ce qu'on avait dit, mais en gros une petite équipe, c'est le bon niveau d'interaction. Après tu commences à avoir trop besoin de manager, en fait ton flux d'informations devient un travail à temps complet entre les gens, et ça c'est vraiment triste, je trouve, et on n'avait vraiment pas envie de devoir avoir des gens qui font juste passer la balle entre les différentes équipes, etc. Ouais. Quoi. Et il y a plein de choses, typiquement quand tu es 30, là nous on pense que c'est un nombre optimal pour faire ce qu'on veut, parce que tu as une grosse force de travail, donc tu as une capacité à exécuter quand même, tu as 30 personnes, quand elles sont opérationnelles ça déroule, et en même temps tu n'as pas trop d'inertie, c'est-à-dire que tu peux changer le focus de l'équipe très rapidement et dire ok, ça on fait plus à la semaine. C'est pas, en gros on a 4 équipes, donc c'est assez facile entre guillemets de changer les focus très rapidement si besoin, et du coup tu gardes une vélocité et une capacité d'adaptation qui est assez forte que t'as pas quand tu commences à être plus de 50, je pense. Et donc c'est ça aussi le sujet, c'est de rester d'être véloce et en même temps d'être capable de pivoter facilement et de s'adapter, et c'est une vraie force. Et après il y a aussi un dernier aspect, c'est qu'aujourd'hui nous, ce qu'on ressent dans les recrutements, c'est que les talents, ils n'ont pas envie d'être chez EDF. Et en fait, le process, ça les emmerde. Trop de gens, ça les emmerde. Et ils veulent un truc où ils peuvent voir les résultats de leurs actions, où ils ont l'impression d'être un peu dans une famille, où ils connaissent tous les gens de la boîte. Et à partir de 50 individus, tu connais plus tout le monde. Et donc, il y a ce truc aussi pour attirer les talents, d'aller chercher un nombre optimal dans lequel les gens ils s'entendent bien, ils peuvent être potes, il n'y a pas trop de process, il y a beaucoup de liberté et ils voient les résultats de leur impact. Et au final, 30 personnes très très talentueuses, ça vaut des fois des équipes de 200 personnes, parce que quand tu as 200 personnes, tu as des managers, tu as des process, tu as des circulations d'informations qui n'est pas du tout la même que quand tu es 30. Et je crois que c'est un des produits de Facebook pendant longtemps, je sais plus si c'est Insta ou si c'est WhatsApp, qui pendant des années ils sont restés à une équipe de 20 personnes pour gérer tout WhatsApp, le produit. Quand ils ont vendu, c'était une vingtaine. Et même quand ils ont été intégrés, pendant longtemps ils sont restés pas beaucoup, hein, et ils n'ont pas scale l'équipe pendant un bon moment. Je crois que c'est quand ils ont commencé à vraiment ouvrir le côté business dans WhatsApp que là ils ont eu des grosses équipes qui se sont mis en place pour vraiment comprendre comment ils allaient vendre et qu'est-ce qu'ils allaient apporter à des B2B. Mais tant que c'était B2C... nous, notre métrique aujourd'hui, c'est le revenu par employé. Okay, c'est-à-dire que vu qu'on laisse pas de fonds, et que en fait, notre but, c'est de maximiser ce que la boîte génère par tête. Et j'adore ce KPI parce qu'il te permet de vraiment choisir... Tu vois, à chaque recrutement, diminue le KPI, et donc tu dois vraiment peser le pour et le contre du recrutement, et est-ce que tu espères en gros à 6 mois, 1 an que ce recrutement il va améliorer le KPI global pour tout le monde, parce que tu sais qu'à un instant T ça va avoir un impact négatif, et ton but c'est de maximiser ce revenu par employé. Et quand tu fais ça, ça te permet ensuite de très bien payer les gens, donc de payer les gens au-dessus du marché, donc d'aller chercher des talents, des gens que tu n'aurais pas forcément eu si tu les payes au minimum. Parce que quand tu as optimisé ta métrique revenu par employé, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, tu peux leur reverser une partie des bénéfices, du succès de la boîte. Et le deuxième truc, c'est de pouvoir créer un environnement de travail où tu peux justement proposer un truc où tu as les moyens d'acheter des trucs et de créer un environnement de travail qui est ouf. Et nous, on a des bureaux qui ne sont pas du tout proportionnés à la taille de l'équipe. On a 500 mètres carrés, on a une salle de sport sur site avec du matos de salle professionnelle, on a des trucs sur lesquels on se fait plaisir.
Et ça a un vrai impact parce qu'il y a 2 tiers des gens de la boîte qui s'entraînent tous les jours à la salle. Et donc, tu as créé un truc où tu as quelqu'un qui fait attention à sa santé et qui veut faire du sport. Bah, quand on le recrute, il vient et fait OK, moi je sais qu'à 5 mètres de mon bureau, 5 mètres de l'endroit où je travaille la journée, j'ai une salle de sport complète si j'ai besoin de m'entraîner. Donc, Je peux même faire du sport en bossant. je peux même faire du sport en bossant. Et donc, tu augmentes ta facilité à avoir des talents, quoi. Et il y a un vrai ratio, surtout quand tu es dans une boîte tech, entre des gens bons et des gens très bons. Et des études ont montré que typiquement sur des profils dev, quand tu mets 10 devs dans une salle sur un exercice de code et qu'à la fin tu prends le plus mauvais et le meilleur, il y a un ratio de x20 à x25 entre le plus mauvais et le meilleur. Donc ça veut dire que un très bon dev, un excellent dev, il va produire 20 fois plus d'impact qu'un très mauvais dev, ou un mauvais dev. Et donc, tu as un vrai intérêt à aller chercher des très très bons devs et à être hyper exigeant sur ta sélection, parce que derrière, ça peut avoir des impacts business de malade. Et que typiquement, en plus, si tu as un profil technique, tu sais, si tu scales pas forcément une équipe de dev comme tu scales d'autres équipes, et du coup, bah, chaque nouveau dev dans l'équipe a un impact sur la productivité globale de l'équipe, et donc tu as intérêt à minimiser le nombre de devs et maximiser leur talent, et pouvoir les payer au-dessus du marché, et pouvoir leur proposer un environnement de travail qui est exceptionnel, parce que leur impact à l'échelle, il est colossal.